Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter 4 témoignages que j'ai trouvés sur Reddit. Et ils ont une particularité commune, c'est qu'on va parler de cimetière. Je suis désolé, c'est pas forcément l'endroit le plus joyeux qui existe, au contraire, c'est probablement l'un des plus glauques. Mais bon, est-ce que vous aimez ça sur la chaîne ? J'en ai quand même l'impression. Comment ça va, vous ? Vous passez de bonnes vacances ? Moi, ça va. Franchement, j'ai été malade là pendant 2 semaines, c'était pas très joyeux. Maintenant, ça va beaucoup mieux, tout est parti, mais c'était un peu compliqué. Et ça fait surtout depuis un bon moment que je travaille à 1000% sur la bande dessinée. Je suis confronté à toute la partie légale, aux lois, l'espace économique européen, enfin c'est tout un bordel. Et je vous avoue que je commence un petit peu à stresser parce que c'est pour être honnête, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été investis, c'est presque 40 000 je crois. Parce que je me dis que je me suis lancé dans un projet d'une grande envergure, enfin c'est le travail d'une maison d'édition où il y a probablement 10 personnes, sauf que là, je le fais tout seul avec un illustrateur qui s'occupe de toute la partie dessin. Donc je dois gérer à la fois la logistique, la production, l'illustration, en guillemets à peu près tout. Et si vous pouvez m'aider, vraiment je vous en serais extrêmement reconnaissant, c'est que là actuellement, je dois prévoir à peu près le nombre de stocks. Non pas que je dois les imprimer avant, mais c'est surtout pour calculer le prix unitaire, parce que vous savez que plus on imprime, moins le livre coûte cher. En gros, je sais pas, mais si vous en imprimez que 50 par exemple, votre livre il va peut-être vous coûter 12 euros, alors que si vous en imprimez 5000, peut-être que ce sera 3 euros. Donc, je vais vous mettre un sondage dans la description. Si vous pouvez y répondre de façon sérieuse, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et Foudubus et Nala aussi d'ailleurs, ça va me permettre de me donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur de combien il faut en prévoir à peu près. En tout cas, un grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui vont répondre à ce sondage. Ça va m'aider comme jamais. Enfin bref, moi je vous ai tout dit, je vous ai déjà pris trop de temps. Je vous propose de vous installer confortablement, prenez une petite boisson et on est parti pour le premier témoignage. Et croyez-moi, dans cette vidéo, il va y avoir du lourd. Alors, ce témoignage, c'est celui de Valentine. Elle nous explique que dans sa vie, tout va pour le mieux, mais ça ne va malheureusement pas durer très longtemps. Un jour, alors qu'elle est encore étudiante, elle se rend à l'école, elle suit les cours pendant toute la journée, et à la fin de celle-ci, elle rentre à la maison. Elle nous explique qu'elle prend le chemin d'habitude, elle fait le même temps de trajet, mais quand elle arrive à la maison, elle sent qu'il y a une ambiance bizarre. En soi, rien n'a changé. Le seul truc qui est un petit peu différent d'habitude, c'est que ses parents ne sont pas là. Bon, c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui, en plus, elle finit relativement tard. Ses parents, ils sont toujours là lorsqu'elle arrive à la maison. Et là, c'est bel et bien la première fois où ce n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu particulier. Elle s'inquiète pas plus que ça, elle attend plusieurs dizaines de minutes dans sa chambre, elle s'occupe. Lorsqu'à un moment, elle est sur son lit dans sa chambre qui est à l'étage, elle entend la porte d'entrée de la maison, donc au rez-de-chaussée, qui s'ouvre. Forcément, elle se dit que c'est ses parents qui sont entrés, mais à un moment, elle entend effectivement sa mère, sauf que son état est particulier. C'est relativement simple, sa mère est en train de pleurer comme elle ne l'a jamais vu pleurer auparavant. Et au moment où elle se rend compte que sa mère est en train de pleurer à ce point, elle sait que quelque chose de problématique est en train de se passer. Elle descend immédiatement les escaliers en courant, elle lui dit « Maman, est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, sa mère est totalement inconsolable. Elle a les mains sur le visage, elle ne peut juste plus s'arrêter de pleurer. Et ça prend au moins 5 minutes avant que Valentine ait ne serait-ce qu'une explication. Quand je dis explication, c'est un bien grand terme, parce qu'en fait, sa mère, elle lui dit simplement ton père. Et là, lorsqu'elle lui dit ces 2 mots, Valentine, elle a l'impression que sa vie s'arrête, qu'elle est en train de se décomposer, parce qu'elle lui a simplement dit ton père, et elle sait probablement de quoi il s'agit. Valentine se met également à pleurer, sa mère lui dit c'est ton père, il nous a quittés. Et Valentine, elle ne sait juste pas quoi dire, pas quoi faire, elle ne sait même plus comment retenir ses larmes. Et là, les deux se mettent à pleurer pendant plusieurs minutes, mais qui paraissent être une éternité. Bon, après 10-15 minutes, les pleurs s'atténuent gentiment, et là, Valentine lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il nous a quittés ? Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Là, sa mère lui explique que malheureusement, son père a été victime d'un accident de moto en rentrant du travail, et que visiblement, il a succombé à ses blessures sur le lieu de l'accident. Donc c'était tellement grave que on peut dire qu'il n'a rien senti. Bon, là je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y a dans la maison, parce qu'à la base, il y a Valentine, sa maman, son papa, mais que là, en une fraction de seconde, et pour la première fois de leur histoire, elles se retrouvent toutes les deux sans leur père. Enfin, sans le père de Valentine, du coup. Bon, ok, terrible comme aventure, on ne sait juste pas de quoi sera fait l'avenir. Elle sait qu'à partir de cet instant, il y aura une longue période de deuil, que ça va être en tout cas pas facile, et que dans tous les cas, Valentine comme sa maman devront être là l'une pour l'autre. À partir de là, c'est plusieurs mois qui passent, et vous imaginez bien que Valentine et sa mère, elles sont pas au top de leur forme. Il y a des jours où tout va très bien, il y a des jours où tout va très mal, il y a des jours où c'est un petit peu mitigé, mais globalement ça va. Elle arrive à garder la tête hors de l'eau. Au niveau de l'école, les notes ne chutent pas drastiquement. On voit quand même un petit changement, mais ça va. Et il y a quelque chose qui l'aide beaucoup, Valentine, c'est de se rendre sur la tombe de son père pour juste profiter d'être avec lui, d'avoir la sensation qu'il est présent, qu'il est avec elle. Et ça, elle le fait, écoutez-moi bien,
tous les jours. Il n'y a pas un jour qu'elle loupe dans la semaine, elle y va du lundi au dimanche, et ça, elle le répète en boucle depuis plusieurs mois. Alors, elle nous explique un petit peu comment il est ce cimetière. C'est pas le cimetière d'un petit village, c'est un cimetière qui fait plusieurs hectares. Bien évidemment, dans le cimetière, ça lui arrive de croiser du monde, mais la plupart du temps, elle est seule. Et forcément, quand vous êtes seul dans un cimetière, en plus la nuit, on peut imaginer que c'est un petit peu glauque. Du moins, c'est pas une ambiance très festive, si je peux dire. Mais bon, ça la dérange pas. Elle se sent protégée avec son père qui est pas très loin d'elle. Donc, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, tout va pour le mieux. Un jour de novembre, notre amie elle nous explique que ça ne va pas trop. C'est le week-end. Elle voit que ses potes, eux, sont en train de fêter, ils sont en train de sortir, de s'amuser. Et elle est seule à la maison à repenser à son père, à se noyer un petit peu dans ses idées sombres. Enfin, pas des idées sombres, mais plutôt ses tristes souvenirs. Donc, à un moment de la soirée, il est à peu près 20h30, elle nous explique qu'elle ne peut plus rester seule dans sa chambre. Elle décide d'enfiler un manteau, de mettre ses chaussures et de partir en direction du cimetière, parce qu'elle a besoin d'avoir la présence de son père. Elle marche pendant plusieurs minutes jusqu'à arriver devant la grille du cimetière. Elle entre, elle se rend dans l'allée où il y a malheureusement son père qui s'y trouve. Et là, elle nous raconte qu'elle y reste pendant 3 heures. Mais ces 3 heures, on se dit, bon, c'est une éternité, mais pour elle, c'est passé comme 3 minutes. Et si elle n'était pas fatiguée comme elle l'est actuellement, elle aurait pu rester encore peut-être 4 heures. Bon, arrive le moment où elle sent qu'elle est en train de gentiment s'endormir. Elle se dit, si je peux éviter de dormir dans le cimetière, c'est peut-être mieux. Donc elle se lève, elle marche en direction de la sortie du cimetière, en gros par là où elle est entrée. Mais arrivée devant la grille, c'est la stupéfaction. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est fermée. Bon, particulier parce que jusqu'à maintenant, ça ne lui est jamais arrivé. En même temps, ce soir-là, c'est la première fois qu'elle reste autant tard dans le cimetière. Peut-être qu'elle n'a pas vu les heures de fermeture, et c'est assez fâcheux, parce qu'elle ne sait tout simplement pas comment sortir. Elle revient donc sur ses pas en espérant trouver une sortie, ou du moins un petit muret qu'elle peut escalader pour s'échapper un petit peu illégalement, si je peux dire, jusqu'à un moment où elle parcourt les allées, et comme je vous ai dit, le cimetière, il est gigantesque, eh bien, elle arrive devant une chapelle. Cette chapelle, elle se rend vite compte qu'elle a l'air complètement abandonnée, elle est presque en ruine, et ce qui est bizarre, c'est qu'elle sait que dans le cimetière, il y a une deuxième chapelle qui, elle, a l'air très jolie, très entretenue. Donc, premier réflexe pour Valentine, c'est de se dire « Attends, mais cette partie du cimetière, elle est abandonnée parce qu'elle est dans un état quand même assez délabré. » Et c'est là que sa curiosité l'interpelle. Valentine, elle se dit « Mais bon, je vais peut-être aller voir à l'intérieur de cette chapelle, peut-être que c'est magnifique à l'intérieur et très moche à l'extérieur. » Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'avance très gentiment dans la chapelle et là, elle découvre quelque chose de bizarre. Alors évidemment, l'intérieur est en ruine, il y a des pierres qui sont cassées de partout, il y a des débris de verre, il y a des bouteilles d'alcool, mais surtout, le plus flippant, c'est qu'il y a un matelas qui est absolument crado, et sur ce matelas, il y a un sac de couchage. Autrement dit, vous l'aurez compris, quelqu'un vit peut-être ici. Bon, vivre dans un cimetière, c'est déjà particulier, vivre dans une chapelle abandonnée dans un cimetière, ça l'est encore plus. Et Valentine, elle n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui est en train de se passer réellement, parce que quelques toutes petites secondes plus tard, elle entend la voix d'un homme qui lui dit « Je peux vous aider ?» Elle comprend que cette voix, elle provient de derrière elle, elle ne se retourne même pas, et son premier réflexe, c'est de regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas une sortie pour pouvoir s'échapper. Voyant que malheureusement, c'est sans issue, elle dit « non, je suis désolée, je devrais peut-être pas être là. » Et la réponse qu'elle va recevoir, c'est pas forcément celle à laquelle elle s'attendait. Effectivement, vous n'avez rien à faire là, dégagez avant que ce soit moi qui vous dégage. Valentine, à ce moment-là, il y a 2 options. Soit c'est le gardien du cimetière qui a l'air assez froid, si je peux dire, ou alors c'est la personne qui habite bel et bien dans cette chapelle abandonnée, qui n'a pas forcément envie qu'on vienne le déranger. Elle se retourne donc très lentement, parce que de toute façon, elle devra se retourner pour partir en courant. Et là, elle se retrouve face à face avec un mec qui a tout sauf l'air d'être un gardien de cimetière. Et elle voit que, bon, il a pas vraiment l'air de rigoler, si je peux dire. Elle lui dit « Désolé, je m'en vais de ce pas ». Sauf que le mec l'attrape par le col, et là, elle commence un petit peu à paniquer. Elle se met à hurler, sauf qu'au moment où elle commence à crier, il lui colle la main contre la bouche, et il lui dit « N'aggrave pas ton cas ». Bon, bizarre l'ambiance, Valentine, elle ne peut rien faire. Et là, contre toute attente, le mec part dans un monologue de à peu près 10 minutes, où il lui explique chaque point et chaque détail de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il préfère dormir dans une chapelle abandonnée plutôt que je sais pas où? Valentine, elle sait pas si elle doit pleurer, avoir peur, se dire que c'est la dernière heure sur Terre. Elle en a foutrement aucune idée. À la fin de son monologue, qui a duré à peu près 10 minutes, il la repose, et là, il lui lance une phrase qui lui glace le sang. Il lui dit « Ma belle, tu as à peu près 4 à 5 secondes pour partir en courant, parce que si dans 5 secondes, tu es encore chez moi, je vais probablement pas être très gentil. Sous-entendu, si dans 5 secondes, tu n'es pas parti,
t'es morte. Inutile de vous préciser que Valentine, elle a pas perdu une seconde à lui dire au revoir mon ami, elle a pris ses clics et ses claques et elle a démerdé en courant comme Usain Bolt. Sauf que le problème, c'est pour aller où? Sachant que la porte d'entrée du cimetière est fermée, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est retrouvée ici à la chapelle, eh bien où est-ce qu'elle va pouvoir trouver une sortie? Tout en sachant qu'il y a ce mec qui rôde dans le cimetière. C'est un peu flippant. Bon, on réfléchira à tout ça après, elle part en courant, et là, une fois qu'elle se retrouve dans les allées où il y a les tombes, et qu'elle est loin de la chapelle abandonnée, eh bien elle cherche une sortie. À un moment, elle a peut-être une lueur d'espoir. En gros, je vous explique, il y a un arbre qui se situe pas loin d'un muret, donc le muret qui encercle le cimetière, et son idée, en gros, c'est de faire le bébé singe qui monte à l'arbre, pour ensuite s'agripper à une branche, se balancer un tout petit peu et espérer atterrir sur le muret. Alors mes amis, c'est là que malheureusement le vidéo gag commence, parce que notre amie Valentine, elle monte l'arbre, ça, pas de problème, elle l'a déjà fait dans le passé, mais s'agripper ensuite à une branche, se balancer pour atterrir sur un muret qui doit faire peut-être 15 cm d'épaisseur, eh bien, vous imaginez bien que c'est un fiasco total, notre amie se pète la gueule, elle est passée à deux doigts de se luxer l'épaule et de se briser la cheville et d'être enterrée par le fou de la chapelle. Heureusement, la chute n'est pas trop violente, mais elle se dit « je n'ai juste pas le choix, il faut que je réessaie ». Et le deuxième coup, c'est un tout petit peu moins le cirque, mais c'est pas très fameux non plus. En gros, elle arrive grimper l'arbre, à choper la branche, à se balancer, elle arrive à poser les pieds sur le muret, sauf que cette fois-ci, elle ne tombe pas du côté du cimetière, mais de la rue. Bon, elle fait quand même manger le trottoir, c'est mieux que de se manger le cimetière, parce qu'au moins, elle est libre. Elle peut courir à la maison, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle fait. Elle a un petit peu mal aux pieds dû aux chutes, mais ça ne l'empêche pas de rentrer chez elle, de s'enfermer dans sa chambre, d'expliquer tout de A à Z à sa mère. Et là, eh bien les deux ne savent pas vraiment quoi faire. Est-ce qu'elles doivent avertir la police? Est-ce qu'elles doivent demander à la commune s'il y a un contact du gardien du cimetière? Ne sachant malheureusement pas quoi faire, elles décident de tout simplement abandonner et de ne rien faire. Bon, bah c'est un choix, il faut juste maintenant garder à l'esprit qu'il y a un gars pas très net, pas méchant, parce qu'en soi, il n'a... Enfin, bon, oui, vous allez me dire qu'il a quand même été très agressif, mais ça a simplement l'air d'être une personne qui n'a malheureusement pas de domicile et qui n'a pas trouvé de meilleure solution que cette chapelle. Et on imagine bien qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins bien intentionnés que Valentine et qui n'hésiteraient pas à peut-être mettre le feu à son matelas. Après, il y a bel et bien aussi l'inverse, où il y a une possibilité que ce mec soit le prochain tueur en série qu'on verra à la télé. On n'espère pas, mais c'est pas impossible. Voilà, c'est la fin de ce premier témoignage, c'était celui de Valentine. Je trouve vraiment angoissant parce que déjà ça se passe dans un cimetière en pleine nuit, et pendant tout le long on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ce mec est là? Est-ce qu'il va lui faire du mal? Et surtout, est-ce qu'elle va s'en sortir? Voilà, petit entracte, moi je vous propose de prendre quelque chose qui vous permettra de survivre à cette chaleur. Réinstallez-vous confortablement et on est parti pour le deuxième témoignage. Ce deuxième témoignage, c'est celui de Ludovic. Alors, autant dans l'histoire précédente, on était dans la peau d'une personne normale, si je peux dire, et bien là, Ludovic, c'est aussi une personne normale, je vous rassure, sauf que cette fois-ci, on est du point de vue du gardien du cimetière. Parce que oui, notre ami Ludovic, il est gardien de cimetière depuis plusieurs années, et à l'inverse de Valentine dans l'autre histoire, il est un petit peu plus âgé. Il a précisément 47 ans, donc autant vous dire que le cimetière, il le connaît comme sa poche. Le seul inconvénient qu'il nous décrit, c'est qu'en fait, il travaille souvent la nuit. Parce qu'apparemment, ils sont deux à surveiller, donc ils sont deux gardiens. Il y en a un qui s'occupe d'effectuer les rondes de la journée, pendant que l'autre, lui, prend le relais au moment de la nuit. Par exemple, Ludovic, il va faire 2 semaines où il est de nuit, puis ensuite il va faire 2 semaines où il est de jour, donc ça varie quand même relativement souvent. Mais bon, étonnamment, Ludovic, il préfère travailler la nuit plutôt que la journée, parce qu'en fait, il nous explique qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce cimetière, donc ça lui permet d'être un petit peu plus tranquille la nuit. Après, l'ambiance, elle est radicalement différente. Déjà qu'un cimetière, personnellement, je trouve pas que c'est l'endroit le plus joyeux au monde, mais alors la nuit, c'est tout autre chose. Ce cimetière, il est relativement petit. Comparé à l'autre histoire, c'est pas un truc qui fait des hectares et des hectares. Là, on compte peut-être 50 à 60 tombes. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Ce cimetière, on peut dire qu'il est relativement technologique parce qu'en fait, il y a un système de vidéosurveillance. Et en gros, le taf de Ludovic, c'est de se promener de temps en temps dans le cimetière et quand il ne le fait pas, il va dans la salle de vidéosurveillance et globalement, il vérifie que tout est bien. Bon, jusqu'à maintenant, pendant plusieurs années, il n'a rien vu de particulier. De temps en temps, il voit des groupes de jeunes qui viennent faire la fête dans un cimetière. C'est bizarre, d'autres fois il y a des gens qui viennent faire de l'urbex, en mode on visite, on découvre, et ce qu'il fait c'est qu'il sort de la salle, il les attrape et il leur dit écoutez, c'est pas un lieu fait pour ça. Il leur demande gentiment de sortir et généralement tout se passe très bien. C'est un petit peu plus compliqué quand il y a des gens bourrés qui viennent et qui lancent des bouteilles, ça lui est déjà arrivé, mais ça finit toujours bien. Mais bon, un jour, notre ami Ludovic, il va vivre quelque chose, il va vivre une expérience qu'il n'aurait jamais pensé vivre, et on lui aurait souhaité de ne jamais la vivre, je pense. Ce jour-là, Ludovic se lève le matin, il prend son petit déjeuner, et bien évidemment, pendant cette période, il travaille de nuit. C'est cool, aujourd'hui il a la journée pour lui, avec sa famille, il peut profiter, il peut aller au centre commercial avec ses enfants, et arrivé 18h, il rentre à la maison, il commence à se préparer, parce que à 20h30, il prend le début de sa garde. Arrivé au cimetière, il fait un petit débrief avec son collègue qui lui dit voilà,
Aujourd'hui, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de cas particuliers, il n'y a pas eu de gens bizarres ou je ne sais quoi. Un peu comme tous les jours, j'ai envie de dire. Ludovic prend sa place et il commence son taf. Comme d'hab, il alterne entre les rondes, la salle de vidéosurveillance, et pendant les premières heures, tout se passe extrêmement bien. Bon, à un moment, il s'assoupit un petit peu, parce qu'il a mal dormi la nuit passée, il est légèrement fatigué, il dort pas complètement, mais il se laisse un petit peu aller, jusqu'au moment où un bruit le fait sursauter. Bon, c'était bizarre, c'était comme un gros bruit métallique, il sait pas trop d'où ça peut venir, et son premier instinct, c'est de se dire, un bruit métallique dans un cimetière, surtout pas mon cimetière à moi, mais le cimetière dans lequel je travaille, ça peut que venir de la porte d'entrée. Pourtant, elle est verrouillée, donc c'est bizarre. Il regarde attentivement les caméras de surveillance, il se connecte précisément à la caméra qui regarde le parking, donc devant la porte d'entrée, et là, il ne voit rien. Bon, étant donné qu'il n'a pas non plus des caméras partout, il décide de sortir de sa petite maison, il se rend en direction de la porte d'entrée du cimetière, et là, il est avec sa lampe de poche et il regarde lui-même. Effectivement, ça confirme ce qu'il a vu, donc rien du tout. Bon, bizarre. Peut-être que c'est une biche qui sortait de la forêt qui s'est pris la porte d'entrée. Désolé pour elle. En tout cas, aucune menace n'a été détectée. Il en profite pour faire une petite ronde dans le cimetière, qui dure 15-20 minutes, et une fois celle-ci terminée, il retourne dans sa cabane et il se pose. Il en profite pour manger sa petite boîte qu'il a préparée à la maison, et une fois qu'il l'a fait réchauffer et qu'il est en train de manger, il remarque que quelque chose est bizarre. Dites-vous qu'il y a une table, il est en train de manger, devant lui il y a les écrans, des caméras de surveillance, et il voit d'ailleurs qu'un de ces écrans semble ne plus fonctionner. C'est bizarre parce que jusqu'à maintenant il fonctionnait, et pour couronner le tout, c'est l'écran qui gère la caméra de surveillance du parking. C'est pas dramatique, il va juste falloir s'assurer qu'il y a bel et bien personne dans le parking de temps en temps parce que voilà, on ne sait jamais. Mais là, l'écran, en fait, on dirait qu'il s'est éteint. Alors, il s'est pas éteint, c'est simplement qu'il affiche une couleur noire. Et généralement, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus. Donc, il va falloir le réparer. Notre ami Ludovic sort à nouveau de sa petite cabane de nain de jardin. Il va en direction du parking. Il sort du cimetière. Et là, il regarde la caméra de surveillance avec sa lampe de poche. Et il essaye de comprendre ce qui se passe. Et il regarde pendant quelques secondes. Il voit que, visuellement, il n'y a rien de particulier. Il retourne à nouveau dans sa cabane. Et là, la caméra s'est remise en marche. Tant mieux, ça veut simplement dire que c'était un bug. Il continue de manger son repas, ensuite il va laver sa boîte histoire que ça pue pas la mort, et lorsqu'il revient devant les écrans, ce n'est plus une seule caméra qui ne fonctionne plus, mais 3. Je vous montre 2 avec mes doigts, désolé, je ne sais plus compter. Bon, merde, ça veut dire que la caméra a à nouveau lâché, mais qu'il y en a 2 qui ont lâché également. Particulier, ça ne lui est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Là, Ludovic regarde les autres caméras qui ont l'air de fonctionner correctement, et sur l'une d'entre elles, alors elle filme l'extérieur du cimetière, mais il y a un tout petit coin où on aperçoit l'intérieur. Et ce qui est très bizarre en visionnant ces images, c'est que Ludovic, il a l'impression que dans le coin qui filme l'intérieur du cimetière, il y a du mouvement. Alors, il n'est pas sûr parce que ça peut être le vent, ça peut être un animal, ça peut être une feuille qui vole, ça peut être une poussière, ça peut être une toile d'araignée, ça peut être ce que vous voulez. Du coup, il regarde attentivement ces images, il reste pendant plusieurs minutes et effectivement, il a l'impression qu'il y a un mouvement irrégulier, donc c'est pas quelque chose qui se balance. Donc à ce moment, il estime que ça vaut la peine quand même d'aller faire une ronde pour être sûr qu'il n'y ait pas un intrus. Il sort discrètement de sa cabane, il se promène dans le cimetière et il se rend dans l'allée qui était pointée par la caméra de surveillance. Lorsqu'il arrive au milieu de celle-ci, il voit un détail qui lui glace le sang parce qu'en fait, toutes les tombes sont normalement bien présentées, elles sont bien rangées, bien nettoyées, toutes propres. Et là, il y en a une qui malheureusement sort du lot parce qu'elle est absolument dégueulasse et il n'y a aucun doute par rapport au fait que la terre, elle vient d'être retournée. Ludovic regarde la tombe attentivement et il remarque qu'il y a des coups, donc elle a été complètement détruite si je peux dire, et les personnes qui ont fait ça, visiblement, elles ont tenté de camoufler ce qu'elles ont fait. Là, notre ami il commence un peu à stresser, parce que on est dans un cimetière la nuit, on sait qu'il y a eu des gens qui sont venus pour dépouiller une tombe, c'est particulier comme activité. Il décide de retourner rapidement dans sa petite cabane pour être en sécurité. Il la verrouille de l'intérieur, comme ça c'est bon. Et la première chose qu'il fait, c'est d'appeler son patron qui lui dit « mec, appelle directement la police ». Bon. Plusieurs dizaines de minutes plus tard, une patrouille de police arrive, ça fait un bordel pas possible. Il y a 2-3 agents qui entrent dans le cimetière, Ludovic sort de sa cabane, il leur explique tout. Et là, les policiers lui disent écoutez, on va mener une enquête, ça va être compliqué parce que comme ça, on ne voit pas d'empreinte, on va quand même essayer de passer des lumières, des machins, pour voir s'il n'y a pas un doigt qui a été posé à quelque part. Mais est-ce qu'on arrivera à retrouver les auteurs ? On ne peut pas le garantir. Et au-delà de retrouver les auteurs de ce vol, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus voler. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici ? Pourquoi cette tombe spécifiquement et pas une autre ? Ça, c'est des questions auxquelles on n'aura
peut-être une réponse, je vous ne spoil pas. Bon, la nuit fut plutôt mouvementée pour Ludovic, qui termine sa ronde à 6h30 du matin. Il rentre chez lui et il dort tranquillement. Pendant quelques jours, 2-3 jours à peu près, ça va. Il nous explique qu'il continue son travail, tout va bien, mais à partir d'un moment, il commence à détecter, ou plutôt à apercevoir des éléments assez chelous. Par exemple, ça fait plusieurs fois que lorsqu'il sort de chez lui, il voit une voiture avec le même modèle, la même plaque, la même couleur, etc. Et que lorsqu'il sort, cette voiture, elle démerde. Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est une pure coïncidence? Potentiellement. Mais vous allez voir que très vite, les choses vont dégénérer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une nuit, notre ami est en train de dormir. Il travaille de jour, donc il peut dormir chez lui tranquillement. Eh bien, il est réveillé en sursaut parce qu'il a entendu un énorme bruit qui provient de son salon. Et en réalité, ça ne provient pas du salon, mais de la porte d'entrée. Il se réveille droit comme un i dans son lit, il écoute ce qui se passe, et là, il entend des gens qui sont en train de bourriner la porte d'entrée, mais également la baie vitrée de son salon. Et il comprend très vite qu'il va falloir agir très rapidement, parce que sinon, ça risque de tourner au drame. Il a affaire peut-être à un cambriolage, il faut vite se mettre en sécurité, s'enfermer à un endroit, appeler les flics et espérer que tout se passe bien. C'est exactement ce qu'il fait, il s'enferme à la fois dans sa chambre, mais il se met également à l'abri dans l'armoire. Là, il compose immédiatement le numéro de la police, il leur dit « c'est hyper urgent parce qu'ils sont à 2 doigts de rentrer chez moi, je ne sais pas ce qu'ils me veulent, mais s'il vous plaît, envoyez toutes les patrouilles possibles et imaginables. » Eh bien, figurez-vous que la chance a probablement souri à notre ami parce qu'une patrouille est arrivée en à peine 5 minutes et que toutes les personnes, enfin, du moins, on pense que c'est toutes les personnes, ont été arrêtées. Maintenant, la grande question, c'est qui sont ces personnes? Pourquoi est-ce qu'elles voulaient cambrioler notre ami? Eh bien, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça et surtout un petit peu plus flippant que ce que ça en a l'air. En gros, laissez-moi vous expliquer. La nuit où notre ami Ludovic a aperçu une tombe qui a été profanée, eh bien, en réalité, c'est un groupe de personnes qui est venu déterrer quelque chose de très précis. Et cette chose très précise, ce sont des supposés bijoux. Alors, pourquoi est-ce que c'est des bijoux? Comment est-ce qu'ils savaient qu'il y en avait là? À qui ils appartiennent, etc. En gros, et c'est assez fou, mais l'enquête des policiers a permis d'identifier la victime, donc la personne qui reposait dans cette tombe. Et il s'avère que c'est une personne qui était liée de très près à des trafics un petit peu particulier. C'était une personne qui avait énormément d'argent, qui avait beaucoup de choses. Et apparemment, pour cette personne-là et sa famille, ses amis, ses proches, etc., il y avait une tradition, c'était de s'enterrer avec beaucoup de choses, que ce soit de l'or, de l'argent liquide ou même des bijoux. Et c'est exactement ça que sont venus chercher ces personnes. Maintenant, qui sont ces personnes? Eh bien, en réalité, c'est des gens qui appartiennent à, on va dire, un gang adverse. Comment est-ce qu'ils ont eu ces informations? On ne sait pas, mais on peut imaginer que la personne qui était sous terre devait de l'argent à des membres de l'autre gang. Donc, ils ont tout simplement estimé bien de venir se servir dans la tombe, comme ça. Ça, c'est la première partie. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord, mais attendez de voir la suite. Vous vous souvenez, les caméras ne fonctionnaient plus. Il y en a une qui a complètement buggé, ensuite elle est revenue à elle, puis elle s'est réteinte avec d'autres caméras. Mais en réalité, mes amis, c'est là où c'est une fourberie pas possible, c'est que les caméras fonctionnaient parfaitement bien. C'est simplement les personnes, donc les membres du gang, qui cachaient les caméras, qui mettaient un filtre noir pour qu'ils puissent faire leurs affaires comme si de rien n'était. En mettant le premier filtre sur la caméra, ils ont capté que le gardien allait sortir pour vérifier si elle fonctionnait, et donc ils en ont profité pour remettre des filtres devant d'autres caméras. Pendant que le gardien vérifiait, etc., ils ont profité pour aller dans le cimetière, faire ce qu'ils avaient à faire, et ils observaient Ludovic au moment où il a vu la tombe, au moment où il l'a découverte, et leur but, et c'est là où je pense que c'est la partie la plus flippante de l'histoire, étant donné que Ludovic s'est rendu compte qu'une tombe avait été profanée, eh bien, en sachant que le gardien ce soir-là c'était Ludovic et qu'il allait probablement balancer l'information à son chef ou à la police, ce qu'il a fait, eh bien, ils ont estimé que c'était peut-être plus simple de l'éliminer. C'est pour ça qu'ils se sont rendus chez lui. En réalité, ce n'était pas un cambriolage auquel il avait affaire, c'était tout simplement une tentative de meurtre. Heureusement pour lui, il avait une bonne étoile ce soir-là, il y a la police qui était pas très loin et qui a pu intervenir, mais ça s'est joué à quelques secondes à peine. À quelques secondes, notre ami Ludovic, il disait au revoir, et il finissait par faire un ping-pong avec Tonton Johnny, Michael Jackson et Tupac. Voilà. Deuxième témoignage qui se finit heureusement très bien, mais qui aurait pu basculer à tout moment. On est content et attendez de voir ce que le troisième témoignage vous réserve. Ce troisième témoignage, mes amis, c'est celui de Bénédicte. Alors, vous allez voir, pour le coup, celui-ci, il est vraiment bizarre. Enfin, je dirais que c'est peut-être même mon préféré dans cette vidéo, parce que pour le coup, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Notre histoire, à l'inverse des deux autres, elle commence directement avec le vif du sujet. Malheureusement, Bénédicte vient de perdre son père, alors c'est pas d'un accident, c'est d'une longue maladie. Il s'est battu comme un chef jusqu'au bout, mais malheureusement, c'était une maladie incurable, et il en est décédé. Bon, pour Bénédicte, il y a beaucoup de choses à gérer. Non seulement
ses propres émotions, de savoir que on vient de perdre son père, on est super triste, son monde vient de s'écrouler autour d'elle, donc il faut gérer ça. Mais en plus de ça, il faut gérer sa maman, parce que sa maman, elle vient de perdre son mari, l'homme avec qui elle a vécu toute sa vie. C'est très compliqué. Il faut gérer le petit frère et la petite sœur, parce qu'ils sont beaucoup plus petits qu'elle. Donc forcément, un enfant qui perd son père, ça n'a pas forcément le même impact que Bénédicte, qui est déjà adulte et qui perd son père. Je sais pas si vous me suivez, parce que perd son père, c'est un peu particulier comme phrase, mais j'espère que vous avez compris. Dans le sens, elle est plus mature, elle peut mieux comprendre ce qui se passe que des enfants. Et on oublie quelque chose qui est extrêmement chiant, c'est tout ce qui est administratif. Comment ça se passe déjà pour les obsèques, pour l'enterrement, pour le cimetière, etc. Comment ça se passe pour la succession? Qui va avoir quoi? Quel est l'héritage? Est-ce qu'il y avait des dernières volontés, etc. Donc j'imagine bien que tout ça, ça doit être un bordel monumental. En plus de ça, vous rajoutez les impôts qui viennent venir vous gratter quelques trucs, c'est compliqué. Mais bon, Bénédicte, c'est une chef. Elle va pas se laisser avoir avec ça, elle va pas se laisser couler. Au contraire, elle a envie de rendre son père fier, de pouvoir la voir gérer tout ça. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle gère tout à merveille. Mais c'est vrai qu'en plus de sa vie personnelle, de sa vie sociale, de sa vie professionnelle, c'est quand même beaucoup de boulot. Première des choses qu'elle arrive à gérer, déjà, c'est ses propres émotions. C'est déjà pas mal, elle arrive à ne pas se laisser noyer parmi toutes ses émotions négatives. Elle garde la tête hors de l'eau, elle arrive quand même à être là pour ses frères et sœurs et pour sa mère, ainsi que les autres membres de la famille. Et ça, j'ai envie de dire que dans une telle période, c'est déjà un bel exploit. Maintenant, il y a quelque chose qu'elle a aussi réussi à faire. C'est qu'elle a réussi à organiser l'enterrement elle-même, toute seule, sans l'aide de personne. C'est encore un exploit en plus. Et d'ailleurs, c'est cet enterrement qui va nous intéresser. Pour vous situer un peu la chose, son père, il était avocat. Forcément, étant avocat, il avait beaucoup de clients, des clients plus ou moins prestigieux, donc il gravitait autour de ce monde-là. Dans le petit village dans lequel ils habitent, il est assez connu, je veux dire, c'est un village où tout le monde se connaît, mais lui particulièrement, ce qui fait qu'à l'enterrement, il y a beaucoup de personnes. Bon, notre amie Bénédicte, elle a tout prévu en conséquence, et arrive le jour J. Inutile de vous préciser que ce n'est pas une fête, ce n'est pas un anniversaire, c'est quelque chose de très démoralisant. Enfin, c'est pas démoralisant, mais c'est très triste. L'ambiance générale est pesante, donc c'est jamais très agréable. Mais bon, la cérémonie se passe bien, elle voit son père dans le cercueil pour une dernière fois, et arrive le moment où généralement les gens se retrouvent pour discuter, manger un petit truc, etc. Bon, à ce moment-là, elle voit les participants, ou plutôt les invités, qui commencent à sortir de l'église, jusqu'au moment où quelqu'un vient l'interpeller. Il lui dit « Bonjour, je me présente, je suis un ami de votre père. » Et au-delà d'être un de ses amis, en fait, j'étais un de ses collègues. Et je voulais simplement vous dire que si jamais vous avez besoin de la moindre aide, du moindre conseil ou je ne sais quoi, eh bien, je serai là pour vous. Voici ma carte. Tenez-moi au courant et on reste en contact. Bon, Bénédicte, elle trouve ça grave touchant parce que c'est un collègue de son père qui plus est un ami qui vient lui proposer de l'aide. En sachant qu'elle organise absolument tout, qu'elle doit un peu tenir tout le monde par le bout du bras, c'est pas de refus. Elle continue la cérémonie, tout se passe à merveille, donc elle a très bien organisé ça. Bien évidemment, parfois il y a des moments très émouvants où elle n'arrive pas forcément à garder ses larmes, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien jusqu'à la fin de la journée. Bon, arrivée chez elle le soir même, elle est complètement exténuée. Elle rentre à la maison, elle monte dans sa chambre, elle se pose sur son lit et elle s'endort. Le lendemain, lorsqu'elle se réveille, elle fait 2-3 petits trucs habituels et elle repense à cet homme qui est venu s'approcher d'elle, qui lui a donné une carte en lui proposant de l'aide. Et là, elle se dit à elle-même « Écoute Bénédicte, tu es en train de tenir tout le monde par le bout du bras, tu es en train de tout organiser, tu es en train de travailler pour accessoirement manger et gagner de l'argent, tu as ta vie sociale, ta vie amoureuse, tu as ta vie professionnelle, tu es en train de faire le travail de 1500 personnes. En considérant qu'il y a un collègue de ton père qui plus est un ami, qui vient de te proposer de l'aide, en plus ton père était avocat, ça peut quand même être relativement pratique. » Elle cogite par rapport à ça pendant quelques minutes, puis elle prend la décision de contacter le numéro qui est inscrit sur la carte de visite, donc d'écrire à ce mec. Là, le gars lui répond une petite heure après, Bénédicte lui répond également, et une conversation se met en place. Bon, déjà le mec est très poli, c'est-à-dire qu'il lui réitère ses condoléances, il est en mode « Ne vous inquiétez pas, moi je suis là pour vous », je peux gérer des choses. Et petit à petit, Bénédicte, elle se sent soutenue, elle se sent écoutée, elle sent qu'elle a de l'aide, quelqu'un qui est là pour elle. Donc forcément, elle se confie un petit peu plus, elle devient un peu plus bavarde sur certains sujets. Et surtout, elle fait part de son état d'âme. Elle lui dit, écoute, je me voile un petit peu la face, c'est-à-dire que visuellement, j'ai l'air heureuse, j'ai pas l'air trop affectée par ça, mais à l'intérieur, je suis brisée. Je viens de perdre mon père, je dois gérer toute ma famille, je dois gérer des choses franchement pas très joyeuses, son enterrement, la succession, l'héritage, tout ce qui va avec. Et accessoirement,
Moi, je suis une jeune femme, j'ai une vie professionnelle, une vie sociale, peut-être une vie amoureuse. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Bon, petit à petit, il y a une vraie relation de confiance qui se construit entre les deux. Et le gars, il lui donne des conseils. Il lui dit, bah écoute, tu pourrais peut-être partir là-dessus, là pour ça, il faut faire ci, ça, contacter telle autorité, etc. Et jusqu'à maintenant, ça se passait par téléphone, par message, peut-être même par appel, mais rien en physique ou en présentiel. Jusqu'au jour où le mec lui dit, bah écoute, aujourd'hui je suis un petit peu pressé, par contre si tu veux, tu peux passer à la maison, on regarde ces histoires d'héritage parce que c'est assez délicat, c'est assez chiant, mais à nouveau, je t'aide avec grand plaisir, tu peux compter sur moi. Bon, trop bien, notre ami Bénédicte n'hésite pas une seule seconde parce que autant gérer l'enterrement, ça peut se faire, gérer l'héritage, bah il y a des trucs légaux, il y a des trucs super chiants avec des impôts, des machins, c'est pas son domaine à la base. Donc si elle peut avoir l'avis d'un professionnel et d'un expert, franchement, elle le prend volontiers. En sachant, en plus, qu'un avocat, ça coûte très cher, donc là, il a pas l'air de lui faire payer, c'est en plus tout bénef. Le gars lui envoie son adresse par message, elle s'y rend, tout se passe très bien, il l'accueille très gentiment, mais elle repart de là en mode « Ok, il m'a donné des conseils, mais concrètement, on n'a pas géré la chose. On n'a pas fait en sorte que l'héritage se passe bien, on n'a pas réglé le dossier administratif, si je peux dire. Mais bon, en même temps, ce mec ne me doit rien du tout, c'est déjà un amour de m'aider à ce point. C'est déjà bien, je prends. » Là, entre les deux, il y a beaucoup de messages, c'est-à-dire qu'ils communiquent tous les jours et de plus en plus, la conversation dévie sur des sujets qui n'ont rien à voir avec son père. Ça peut être quelles sont tes destinations de voyage favorites, des questions pas intimes, mais des questions qui vont au-delà de ce pourquoi ils se parlaient à la base. Et Bénédicte, bah, ça la dérange pas plus que ça, le mec non plus, donc j'ai envie de dire, ça ne fait de mal à personne. Un jour, ce gars écrit un message à Bénédicte, comme tous les autres jours, sauf que cette fois-ci, il lui propose de venir boire un verre chez lui. Pas traiter un dossier de succession, mais boire un verre. Là, Bénédicte, elle est face à un dilemme. Est-ce qu'elle accepte en sachant que c'est pas le but de ce pourquoi ils se parlaient, ou est-ce qu'elle refuse en mode j'ai envie que ça reste que pour l'héritage et qu'en gros tu m'aides. En même temps, la chose qui l'a fait trancher, c'est qu'elle se dit bon, j'ai quand même eu beaucoup de choses ces derniers temps, boire un petit verre ça ferait de mal à personne dans ce cas-là, j'accepte et ça va juste me faire penser à autre chose. Elle se rend chez ce mec, il l'accueille très gentiment, mais assez vite elle voit que son comportement a l'air de changer. Alors il est pas méchant, il est pas violent, mais il a l'air un petit peu plus froid, un petit peu plus agacé. Pourquoi ? Concrètement, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Et ça la titille. Elle le capte très vite et elle se demande si elle n'a pas fait quelque chose de mal, si elle n'est pas en train d'abuser de la situation en mode tu m'as proposé de l'aide, tu m'as proposé ta main, moi je suis en train de te prendre tout le bras. Elle se sent presque coupable. Bref, la soirée, elle est un petit peu malaisante. C'est cool à certains moments, parfois c'est pas très drôle, il y a un malaise. Et au moment de partir, Bénédicte, elle dit au gars, écoute, merci beaucoup pour la soirée, je crois que je vais te laisser tranquille, je t'ai déjà pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, t'as probablement d'autres choses à faire. En tout cas, sache que je te remercie du fond du cœur pour l'aide que tu m'as apportée, t'as pu aider ma famille comme jamais, je t'en serai à jamais reconnaissante, merci beaucoup et je te souhaite une très belle soirée. Lorsqu'elle lui dit une très belle soirée, le gars, il lui dit « Mais attends, ne t'inquiète pas, je vais te ramener à la maison. Il y a beaucoup de trajets, t'es venu en transport public. Vas-y, je te ramène, comme ça, tu peux arriver à la maison, dormir plus rapidement et tu seras beaucoup mieux. » Sachant que c'était un peu le malaise, Bénédicte, elle est pas très à l'aise avec ça, mais en même temps, ça l'arrange, donc elle lui dit « Ok, pas de problème. » Et surtout, le gars, il insiste. Donc, il y a un moment où elle refuse une ou deux fois, et au bout de la troisième, elle dit « Vas-y, c'est bon, ramène-moi, mais après je te bloque. » C'est là, mes amis, que malheureusement les choses vont commencer à dégénérer. C'est-à-dire que le gars la ramène effectivement chez elle, donc il connaît exactement son adresse. Et au moment de sortir de la voiture, Bénédicte ouvre la portière, et contre toute attente, celle-ci ne s'ouvre pas. Probablement, c'est une sécurité qu'il a oublié d'enlever. Elle lui dit « Ah, il faut juste que tu m'ouvres la portière. » Et lui, il la regarde, fixe, en ayant un petit sourire et en lui disant « Oui, il faudrait que j'ouvre la portière. » Bénédicte le regarde, elle est en mode « Oui, du coup, appuie sur le putain de bouton qui est à ta gauche, il faut que je sorte. » Et là, le mec la fixe avec son sourire de psychopathe et il ne fait strictement rien. À un moment, quelques secondes après l'avoir fixé, il lui dit, avec un grand sourire, « Bénédicte, est-ce que tu te verrais avec moi ?» Bénédicte, elle redoutait cette question, elle est en mode « Putain, il me pose la question à 1 million d'euros. » Écoute, franchement, non, je te connais pas, tu m'as juste proposé de l'aide, t'es un ami de mon père. Pas trop. Quand elle lui dit ça, le mec, il entre dans une colère noire, vraiment ses yeux, elle nous explique qu'il change radicalement. Donc, c'est vraiment bizarre à vivre. Et là, elle sait qu'elle a
15, 16, 17 secondes grand maximum pour sortir de la voiture, sinon elle ne reverra probablement plus jamais l'air libre. Là, elle voit que le gars est complètement fou de rage et elle a une sorte de réflexe, et j'ai envie de dire c'est peut-être ça qui lui a sauvé la vie, mais c'est même pas elle volontairement qui l'a fait. C'est qu'en voyant à quel point le mec était en train de s'énerver, elle s'est penchée de son côté de la portière, elle a appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte et au même moment, avec l'autre main, elle a ouvert sa portière. Une fois la portière ouverte, elle s'est barrée en courant, elle a pu rentrer chez elle en toute sécurité. Le problème, c'est que ce mec, il connaît son adresse. Suite à ça, bon, forcément, Bénédicte, elle est complètement choquée à la maison, elle est en pleurs et elle essaye juste de canaliser, de savoir ce qui vient de se passer. Sa mère arrive à la rassurer, ils appellent la police pour les prévenir quand même que la situation est bizarre. Et eux, bien évidemment, ils disent qu'ils vont mener une enquête. Sauf que Bénédicte, elle se laisse pas faire. Elle est pas en mode « je vais vous confier l'enquête et moi je fais rien ». Elle décide d'appeler le cabinet où était son père, donc en tant qu'avocat, et de demander très simplement « est-ce que cet homme fait partie de vos employés ou est-ce qu'il a travaillé une fois pour vous ?» Et lorsqu'on lui donne une réponse, elle est un petit peu perturbée. Après plusieurs minutes à rechercher dans le système, à rechercher partout sur les contrats de travail, les machins de ressources humaines, etc., il n'y a aucune trace de cette personne, ni même dans le système informatique, ni même dans les contrats, ni même dans les fiches de salaire, nulle part. Et là, Bénédicte, elle comprend que ce mec, peut-être qu'il a inventé de A à Z tout ce qu'il lui a dit. Elle donne cette information à la police qui cherche d'autres preuves, d'autres infos à gauche à droite. Et c'est seulement une semaine plus tard qu'on a la réponse finale à toute cette histoire. Et vous allez voir, c'est extrêmement glauque. En fait, ce gars a littéralement tout bullshit depuis le début. Et quand je dis tout bullshit, c'est tout bullshit. Même le fait que ce soit un ami du père ou un collègue, tout ça, ça n'existe pas. En réalité, ce mec, c'est un psychopathe qui a une passion dans la vie, c'est d'aller dans les enterrements comme ça, publics, en mode incognito, et à chaque fois, il utilise le même stratagème, c'est-à-dire de se faire passer pour un ami, collègue de la personne défunte, de proposer de l'aide aux personnes de sa famille pour ensuite les entuber comme il peut, que ce soit pour prendre l'argent, les dépouiller de tous les biens qu'ils ont, et là, c'est aller encore plus loin, parce que cette fois-ci, il n'a pas décidé de prendre de l'argent, mais il a décidé de s'en prendre à la fille de la victime. Donc ce mec, c'est un dégénéré, c'est un fou furieux, et heureusement qu'il a été arrêté par la police, parce que ce gars était en liberté jusqu'à maintenant. S'il n'était pas parvenu à ses fins avec Bénédicte, peut-être que ce serait une autre personne qui aurait été victime, et rien que d'y penser, c'est abominable. Heureusement, ce mec se retrouve, j'imagine, enfin j'espère, derrière les barreaux aujourd'hui. On espère qu'il n'est pas prêt de ressortir. Déjà de se dire que je vais participer à des enterrements en tant que public, bon, personnellement je trouve ça bizarre. Après peut-être que ça se fait, je sais pas, mais d'aller à un enterrement d'une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est bizarre. Mais en plus de se dire je vais y aller pour mentir par rapport à mon lien supposé avec la victime, pour ensuite entuber la famille comme tu peux, imaginez-vous le niveau de fou furieux qu'il faut être. Enfin bref, c'est fini, Bénédicte et sa famille sont en sécurité, ce mec est hors d'état de nuire, c'est la bonne nouvelle de cette histoire, et nous on espère que tout ira bien pour eux. Voilà, on arrive déjà au dernier témoignage. Bon, mes amis, vous avez vu que les 3 premiers témoignages, ils sont relativement flippants. Et le 4e, c'est pas une exception. Vous allez voir qu'il est très glauque, mais vous allez voir, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plutôt très chelou. Enfin, c'est un type d'horreur, mais pas comme on le connaît. Ce témoignage, il nous est raconté par Sophie. Sophie, elle a 24 ans, dans sa vie, tout va très bien. Elle est dans une bonne école, elle a de très bonnes notes, niveau social, tout va pour le mieux, elle est en bonne santé, financièrement, ça va, donc tous les points de sa vie, ça va. Elle nous explique, sans donner trop de détails pour le moment, que dans sa vie, ça n'a pas toujours été très simple, mais elle est très contente et surtout très fière d'elle aujourd'hui d'être parfaitement autonome, de pouvoir bien s'en sortir, de bien s'entendre avec les gens, de bien réussir à l'école. Et ça, effectivement, il y a de quoi être fier. D'un point de vue social, elle nous explique qu'elle a 2 ou 3 amis, vraiment, elle n'en a pas des milliers. Par contre, elle est sûre et certaine, ces personnes qu'elle considère comme étant ses amis, c'est pas simplement des amis, c'est carrément des membres de sa famille. Et elle sait très bien que n'importe où dans le monde et que n'importe quand, elle pourra compter sur elle. Ça, pour moi, c'est la vraie définition de l'amitié. Un jour, notre amie Sophie sort de l'université avec sa pote et celle-ci lui propose d'aller boire un verre, histoire de décompresser, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et qui dit vendredi, dit le début du week-end. Bon, les 2 amies se rendent en ville, elles se posent dans un bar tranquillement. Elles commandent leur boisson, elles attendent quelques minutes, elles boivent, elles discutent, lorsque, soudainement, quelqu'un agrippe notre amie Sophie par derrière et cette personne est en train d'essayer de l'étrangler. Comme ça, sans raison, de façon complètement random. Au début, elle pense un peu à une blague, donc elle tapote sur le bras en mode « arrête, c'est pas drôle ». Elle sait toujours pas qui c'est qu'il y a derrière, hein. Elle se retourne, elle voit que c'est une personne qu'elle ne connaît pas et c'est une femme qui est pas âgée mais
elle a pas son âge. Sa pote qui est en face d'elle, elle aussi elle pense à une blague. Elle fait rien, elle regarde son amie Sophie en mode hein, c'est drôle comme blague. Et c'est seulement au bout de quelques secondes qu'elle comprend que ça n'a rien d'une blague. La personne derrière est très sérieuse, elle a un seul but, c'est de tuer sa pote. Là, tout à coup, elle se lève, elle intervient, elle essaye de la séparer, mais malheureusement, elle n'arrive pas. Elle crie dans le bar, heureusement, il y a un mec qui s'interpose, qui à son tour chope la femme en lui serrant le cou, en mode « lâche cette personne, sinon je te bute ». Heureusement, ça fait que cette femme lâche prise sur Sophie, mais notre amie, elle est à deux doigts d'être inconsciente. Elle reprend ses esprits, elle se dit purée, qu'est-ce qui vient de se passer? On a essayé de me tuer. La femme, de son côté, est maîtrisée par le gars et il y a d'autres personnes qui la rejoignent histoire qu'elle ne bouge pas, qu'elle est nulle part et que la police se charge d'elle. Et autant vous dire que dans le bar, l'ambiance, elle a changé en une fraction de seconde. On est passé d'un moment festif, joyeux, en mode on célèbre le week-end, à une tentative de meurtre. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est une attaque de façon générale, en mode la cible n'était pas choisie, ou un petit peu plus glauque, est-ce que c'était ciblé envers Sophie? On ne sait pas. Bon, ce que je vous ai raconté jusque-là, c'est la partie actuelle de l'histoire, c'est la partie au présent. Mais pour qu'on comprenne en fait ce qui s'est réellement passé, on doit replonger de nombreuses années en arrière. À cette époque, notre amie Sophie, elle a 2-3 ans. On ne sait pas exactement, on sait que c'est presque un bébé, ou du moins un enfant en très bas âge. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que Sophie, au début de l'histoire, elle nous racontait qu'elle avait pas toujours eu la vie très simple. Elle s'est jamais trop étalée sur les détails, et c'est là qu'on va comprendre pourquoi. En fait, comme je vous ai dit, à cette époque, notre amie Sophie, elle était très petite, elle était en bas âge, et étant donné qu'elle n'a pas de frères et sœurs, elle a toujours vécu avec sa maman. Son père, malheureusement, elle ne l'a jamais connu, donc elle ne sait pas qui c'est. Donc, autrement dit, la seule personne qui était présente dans sa vie, c'était sa maman. Pendant les premières années de sa vie, alors elle s'en souvient pas de ouf, elle nous dit ça parce qu'elle a vu des photos et des vidéos, et elle a vaguement 2-3 souvenirs par-ci par-là. Eh bien, avec sa mère, c'était l'amour fou. Elle s'occupait de sa fille comme une princesse. Elle l'emmenait souvent en vacances, elle l'emmenait souvent faire des activités au parc, etc. Donc le début de sa vie a toujours été extrêmement joyeux. Ce que je vous explique là, c'est des choses qu'on a racontées à Sophie par la suite, des choses qui sont avérées, qui sont officielles, mais c'est pas elle qui les a sorties de sa mémoire. Peut-être que c'est les grands-parents qui lui ont expliqué ou je ne sais quoi. Un jour, Sophie et sa maman sont partis en vacances. C'était pendant les vacances d'hiver et sa maman, elle a toujours aimé les tropiques. Elle a toujours préféré la plage plutôt que la montagne. Je suis un petit peu comme ça, je vous avoue, c'est un peu particulier en habitant en Suisse, mais pourquoi pas? Et du coup, sa maman, elle a dit à Sophie, ben écoute ma chérie, pendant les 2 semaines de vacances qu'on a, on va partir en vacances à l'autre bout du monde, au soleil, à la plage, et ça va être absolument incroyable. Bon, bah Sophie, elle partait déjà souvent en vacances avec sa maman, c'était jamais très loin. Là, c'est à l'autre bout du monde. Et le soleil et les tropiques, c'est pas la seule raison pour laquelle elles sont allées à cet endroit. Sa maman, elle a expliqué à sa fille et à la personne qui donne ces informations, donc peut-être les grands-parents, que oui, le soleil et les tropiques, c'est bien, mais qu'il y a aussi une raison qui la pousse à aller dans cet endroit précis de la Terre, c'est qu'elle a perdu une amie récemment et qu'elle veut aller se recueillir sur la tombe parce que c'est une amie qui a été présente toute sa vie à ses côtés, une amie qui a fait beaucoup de choses pour elle. Et que par conséquent, elle a envie d'aller lui rendre hommage, elle a envie d'aller se recueillir sur sa tombe et d'être présente avec elle. Et donc ça pousse aussi un petit peu la décision de se dire je pars dans cette destination avec ma fille. Bon, très touchant comme histoire. Sophie et sa mère sont parties à l'autre bout du monde et pendant les premiers jours, tout se passe extrêmement bien. Elles avaient loué une petite maison en bord de mer, c'était vraiment paradisiaque. Et arrive le fameux jour où il faut aller se recueillir sur la tombe de son amie dans le cimetière. Sophie et sa maman se sont rendues dans le cimetière, elles ont trouvé la tombe et une fois devant celle-ci, alors forcément Sophie elle était en bas âge donc elle comprenait pas vraiment, mais sa mère elle s'est arrêtée de parler. C'est logique, ça peut être l'émotion. Et là, à un moment, la mère dit à Sophie je dois juste aller chercher un truc dans la voiture, ne bouge surtout pas. Tu m'attends pendant 2 minutes maximum. J'y vais vite, attends-moi parce que j'ai quelque chose à déposer sur la tombe. Apparemment, Sophie s'est tenue à carreau, elle a attendu là comme une chef, mais malheureusement, à ce moment précis de sa vie, Sophie, elle savait pas que cette attente, en réalité, elle n'allait pas durer 2 minutes, mais elle allait durer absolument toute sa vie. Ce qui s'est passé à cet instant précis, c'est qu'en réalité, sa mère n'est absolument jamais revenue. Non pas parce qu'elle est décédée dans un accident de la route ou qu'elle s'est pris un bus, tout simplement parce qu'elle a pris la décision, donc vraiment un choix éclairé, d'abandonner sa fille dans un cimetière à l'autre bout du monde pour être sûr qu'on ne puisse jamais, jamais, jamais la retrouver. Cet abandon, il a marqué Sophie pour toute sa vie parce que du jour au lendemain, c'est même pas du jour au lendemain, c'est en 3 secondes, elle est passée de vivre pendant 3 ans, 24 heures sur 24 avec sa mère, de l'aimer de tout son cœur à ne plus jamais la revoir de toute sa vie. Bon, là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à ce moment parce que Sophie avait 2-3 ans,
elle se souvient pas, elle peut pas donner les infos. Donc il y a eu un petit laps de temps pendant, je dirais, maximum 24 heures, où on ne sait pas ce qui s'est passé avec Sophie. On ne sait pas où elle est allée, ce qu'elle a dit. J'imagine qu'elle a pleuré, mais on ne sait pas concrètement ce qu'elle a fait. On a de nouveau des informations au moment où c'est quelqu'un du village local, donc à l'autre bout du monde, qui a trouvé cette magnifique petite fille en train de marcher seule, pleurant et ne sachant pas où aller. Elle a bien vu que Sophie ne parlait presque pas, elle arrivait à dire 2-3 mots, mais c'était pas très compréhensible, encore moins parce que ils parlent pas la même langue. Et c'est cette personne, c'était une femme assez âgée, qui a appelé les autorités, qui leur a dit écoutez, je viens de trouver une enfant, elle parle pas ma langue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, les enquêteurs, ils ont essayé tant bien que mal de trouver des informations par rapport à cette petite, donc par rapport à Sophie, mais elle n'avait ni passeport sur elle, ni carte d'identité, on ne sait pas qui c'est, elle ne sait presque pas parler, le seul truc qu'elle sait dire c'est maman, maman, etc. Elle peut pas nous dire où elle habite, bref, elle peut donner aucune information. L'enquête, mes amis, elle a duré plusieurs semaines. Ça veut dire que Sophie est restée pendant plusieurs semaines à l'autre bout du monde, toute seule, pendant que sa mère, j'ai failli dire une insulte, pendant que j'allais dire sa mère là, voilà. Pendant que sa mère est on ne sait où. Imaginez-vous à quel point c'est dramatique et à quel point c'est cruel pour cette petite princesse. Bon, là, on n'a pas d'infos. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs essayent de trouver le pourquoi du comment, où est sa mère, déjà qui est sa mère, où est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait toute seule ici. Et un jour, il y a une information qui tombe, sa mère visiblement a déjà quitté le pays, parce que le soir même, ou du moins le lendemain, on ne sait pas exactement, vu qu'on ne sait pas exactement quand ça s'est passé, enfin, depuis quand Sophie s'est retrouvée toute seule, eh bien, le soir même ou le lendemain, elle a pris un avion, tac, pour rentrer chez elle. Cette espèce de merde humaine, et encore je mesure mes propos, parce qu'on est sur internet, et il y a des gens qui me regardent, des très jeunes, eh bien elle a abandonné sa fille à l'autre bout du monde, sans rien, sans vêtements, sans nourriture, sans la moindre aide, sans la moindre protection, juste comme ça, comme on abandonne une poubelle dans un conteneur, eh bien elle a fait pareil avec sa fille de 2 à 3 ans. Je sais pas si on imagine à quel point il faut être un sous-humain pour ne serait-ce que penser à l'éventualité de faire ça. Enfin bref, pour moi c'est inconcevable et d'ailleurs j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Sinon, vous êtes un petit peu bizarre si je peux me permettre. Et le plus fou mes amis, c'est que cette histoire, elle n'est pas finie. Au contraire, je vous rappelle qu'à la base, on est dans un bar avec Sophie qui est beaucoup plus âgée, qui vient de se faire étrangler par une dame. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? J'ai bien l'impression. Cette femme qui a essayé d'étrangler Sophie, ce n'est autre que sa mère biologique. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle suivait Sophie à la trace et elle a décidé de s'en prendre à elle physiquement parce qu'elle ne pouvait plus se la voir en peinture. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, on a la raison, parce que bien évidemment, elle a été arrêtée par les policiers, elle a été interrogée, et c'est là qu'on a découvert absolument toute l'histoire. Cette personne, donc la mère de Sophie, la mère biologique, elle a toujours dit que Sophie était un accident. C'est abominable de dire ça. Elle a toujours dit qu'elle n'a jamais voulu de Sophie et que pour elle, c'était impensable d'avoir un enfant. Donc au lieu de te dire « je suis un adulte, j'ai eu un enfant, je suis responsable et je vais m'en occuper », elle a, accrochez-vous bien, préféré prendre sa fille, l'emmener à l'autre bout du monde, l'abandonner et la laisser là-bas. Je pense vraiment que c'est l'histoire la plus folle que j'ai jamais entendue de ma vie. Et j'en ai entendu, des histoires, vous êtes témoin sur la chaîne, j'en ai vu quand même pas mal. Ce jour-là, en voyant sa fille au bar, donc celle qu'elle a essayé de tuer il y a de nombreuses années, qui plus est, la voir heureuse, eh bien, ça l'a juste rendue folle. Et elle a tout simplement essayé, entre guillemets, de terminer le travail. Heureusement qu'il y avait des bonnes âmes qui étaient là pour la défendre, pour la protéger. Mais imaginez-vous un instant la vie de merde qu'elle a offerte à cet enfant, à cette petite princesse. Et imaginez-vous maintenant la force et le courage de Sophie. Je sais pas si on se rend compte, mais à côté, moi, je suis une merde. Si je peux me permettre, cette personne, aujourd'hui, elle est heureuse, elle est en bonne santé, elle a une bonne éducation, niveau social, ça va. Elle est dans une école relativement bonne, avec de bonnes notes. Tout ça en sachant qu'un jour, à 3 ans, elle a été abandonnée à l'autre bout du monde, on peut dire presque dans une jungle. C'est un truc de fou. Donc voilà, heureusement que Sophie aujourd'hui elle va bien, je suis très fier d'elle. Si tu vois cette vidéo un jour, je suis probablement la personne la plus fière de toi. Au nom de la chaîne, vraiment, on peut que te souhaiter du bonheur, mais pas du bonheur normal, du bonheur plus, parce que vraiment, s'il y a une personne qui le mérite sur cette terre, c'est toi. Voilà, fini avec cette histoire, elle était vraiment... Enfin, pour le coup, je trouve vraiment que c'est la pire histoire que j'ai jamais lue. Le seul petit espoir que j'ai, c'est de me dire que ça a été trouvé sur Internet et que potentiellement elle est fausse.
j'espère vraiment pour le coup qu'elle est fausse. Enfin bref, moi j'en ai terminé là pour aujourd'hui, j'espère que l'histoire, la vidéo en général vous a plu. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, vous prenez soin de vous, comme d'habitude. Faites attention avec les fortes chaleurs qui arrivent. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Melvin. Ciao tout le monde.